Bienvenue sur Radio m'a opposé, votre émission 100% gardien. Nous continuons le club par club, votre série de l'été sur les gardiens de Ligue 1 pour préparer sereinement la saison 2020-2021. Et aujourd'hui, pour cet épisode, nous passons près de la place de la Libération pour allier le stade Gaston Gérard et évoquer ensemble les gardiens du DFCO, aka le Dijon Football Côte d'Or. Et pour m'accompagner, je l'ai fait venir en faisant croire qu'on allait parler de Kolbeinn Sigthorsson, grand flop du FC Nantes, notre Nantais Thomas Bernard. Salut Nico, salut tout le monde. Un grand flop. Un beau flop pour le FC Nantes. Et pour m'accompagner, une légende de notre début de confinement avec son très drôle faux live du Dijon-Strasbourg qui ne s'est jamais joué, c'est Julien, aka Novak, du Dijon Show. Bonjour à tous, ravi d'être ici. Et alors, mis à part vos faux lives, c'est quoi le Dijon Show ? Le Dijon Show, c'est un média de supporters, donc créé par des supporters pour des supporters sur le Dijon FCO. On est le club, tout simplement le club avec le moins d'histoire de Ligue 1. Créé en 98, très peu de supporters actifs sur les réseaux sociaux. Alors on s'est lancé le défi d'essayer de rassembler le peu qu'on avait pour faire une communauté active. Et donc on est sur Facebook, sur Twitter, on a un blog aussi, ledijonShow.fr, et Instagram évidemment, et bientôt aussi sur Twitch TV. Voilà, le Dijon Show, très actif, allez les voir, ils sont très drôles. Avant de nous projeter dans la saison 2020-21, nous allons analyser ce qui s'est passé lors de la saison précédente et nous le faisons comme un vrai gardien de but avec un coup d'œil au poteau. Le poteau qui sauve Sylvain. Et le petit coup d'œil au poteau, ça permet de savoir où on est placé. Et pour le DFCO, c'est à la 16e place de Ligue 1, mais à 7 confortables points du relégué Amiens. Il y a eu un 3e tour de Coupe de la Ligue et un quart de finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Julien, il y a eu des très beaux coups à Gaston Gérard avec une victoire face au PSG et un nul face à l'OM, mais avec cette 16e place, quel sentiment prédomine ? Une déception ou plutôt du soulagement ? Je pense que c'est surtout un soulagement. Quand on voit la saison qui a été écourtée, on est content d'être à cette place-là et pas à la place d'Amiens qui avait encore peut-être ses chances et qui n'était pas totalement enterré. Maintenant, on avait commencé la saison d'une très mauvaise manière avec seulement 2 points en 6 matchs, 4 défaites de rang contre que des équipes prenables en plus du championnat. Il y avait Saint-Etienne et Bordeaux à domicile, c'était quand même pas imbattable. Et on a bien relevé la barre, alors que notre coach, donc Stéphane Jobard, c'est quand même un novice. Il n'a jamais entraîné nulle part. Enfin, il a entraîné, mais en réserve, voilà, donc en National 3. Il n'a jamais entraîné en professionnel, donc c'était sa première expérience en Ligue 1. On lui a donné comme ça, on lançait un peu, à la mer, et il s'est très bien débrouillé avec ce qu'il avait. On a fait quelques très bons coups en fin de mercato, et ça nous a permis effectivement de nous sauver plus ou moins confortablement sur la fin de saison, mais on avait un peu peur en début d'année. Voilà, et donc un des meilleurs coups de ce mercato-là, c'est sans doute Alfred Gomis, je pense. Il a été élu homme de la saison, tout simplement, le meilleur joueur de la saison par nos supporters, par notre rédaction, par tout le monde. En effet, parce que vous évoquez le coach rookie qu'est Stéphane Jobard, et c'est pareil pour Alfred Gomis qui a débarqué en Ligue 1 à la toute fin du mercato. Si on évoque la Ligue 1, on fait un zoom sur le championnat. On a eu un partage des matchs, c'est le plus gros partage de Ligue 1 avec 19 matchs pour Alfred Gomis et 11 matchs pour Runarsson, 37 buts pris, 13e défense, donc 3 places au-dessus du classement de Ligue 1, 6 clean sheets, mais surtout 77% d'arrêt, 5e de Ligue 1, et une note de 5,63 sur 10, 5e également de Ligue 1 pour le classement, l'équipe. Thomas, je me tourne vers toi. Quelles sont les qualités qui ont permis à Alfred Gomis de faire une superbe saison ? Je pense ses qualités explosives, parce que sur sa ligne, c'est son point fort, son point principal. Et en plus, il a aussi permis de trouver un peu de la sérénité dans la défense dijonnaise. Et puis apporter un peu de la stabilité au poste de gardien de but aussi. Dijon n'a pas trop vécu ça depuis le départ de René, en fait.
que ce soit Runarsson ou Bobby Alain qui ont joué l'année dernière, il y a 2 ans, dans les buts du FCO. Il n'y avait jamais eu cette sérénité, stabilité. Et là, avec l'arrivée de Gomis, il y a eu un vrai numéro 1 qui s'est imposé. Donc notamment sur le terrain par ses performances sportives, mais d'après ce que j'ai pu lire et voir, c'est aussi un leader dans le vestiaire, et c'est très important ça pour une équipe, on va dire, comme Dijon en plus, qui est très offensive aussi, donc il est d'autant plus mis à contribution lors de ces rencontres. Donc il faut être autoritaire avec sa défense parfois parce que sa défense prend trop de largesse, etc. Donc globalement, c'était comme il a dit Julien, c'est la meilleure saison, c'est le meilleur joueur de la saison de DFCO. Et on va voir par la suite ce qu'il peut apporter. Mais après, c'est vrai que la blessure donc face à Nantes qui se fait, donc c'est les croisés au genou. Donc je sais plus exactement la date, mais on est au fin février, fin février, ouais, c'est ça. Il se blesse et justement après ce match-là, Dijon a eu une période assez délicate, je crois, en termes de résultats. Et après, j'avais quelques chiffres pour comparer par rapport à Runarsson ou Gomis. Alors, Gomis, il a encaissé donc 20 buts en 19 matchs, donc je parle de Ligue 1. Et Runarsson, en 11 matchs, il a encaissé 17 buts. Et Runarsson n'a fait aucun clean sheet. Donc Gomis, déjà, tu as l'impression qu'il était meilleur que Runarsson, et ça s'exprime aussi dans les chiffres. En effet, donc Alfred Gomis avec, comme on l'évoquait en introduction, des coups. Alors il y a le match face au PSG, mais j'ai pas trouvé que c'était le plus grand artisan de cette victoire. C'est plutôt notamment le nul face à Marseille en début de saison. Face à Lyon aussi. Il y a un match à Lyon où il fait 10 arrêts. Donc c'est le premier match de Rudy Garcia en plus à la tête de Lyon. Et il fait 10 arrêts, il est énorme. Et d'ailleurs, il y a Stéphane Jobard à la fin du match qui dit c'est le point Gomis. Donc ça veut tout dire. Donc au-delà d'avoir été très bon, il a été décisif. Il a rapporté des points. Donc quand tu rapportes des points à une équipe qui joue pour se maintenir en Ligue 1, c'est très important, c'est très utile pour un club comme ça. Et donc ouais, sur ce match-là, il s'était distingué. Il avait fait notamment une double parade assez spectaculaire avec une reprise de cornet, même si bon, la première intervention, il peut mieux faire parce que ses mains sont pas très bien placées. Il se rattrape bien avec la deuxième intervention où Adelaide, il est à 3 mètres du but, il a juste à pousser avec la tête au fond des filets. Et Gomis, il se dépasse très rapidement et il fait un arrêt sur sa ligne magnifique. Mais donc le match face à Lyon, je dirais, c'est peut-être le match de la saison pour lui. Donc je crois qu'il avait eu 9,5 dans l'équipe ou 9, ou je sais plus exactement. Donc ouais, c'était la grosse performance de Gomis. Toi, est-ce que tu as d'autres matchs en tête, Julien ? Des matchs références, j'en ai plein. Gomis, bon tous ces matchs, il sort une masterclass. Contre Rennes, on perd 1-0. Déjà, scénario improbable, il y a une entrée de Samaritano qui nous plante un but, une passe décisive de nulle part, alors qu'il n'avait pas joué depuis des matchs. Il nous sauve sur la ligne. Alors je sais plus si c'est Rafinha, ou à moins que ce soit. Ouais, je sais plus très bien, mais en tout cas, il a fait des matchs, peut-être contre Lille aussi, où on est à 10 et on arrive à battre 1-0 un Lille qui était quand même en assez grande forme avec Renato Sanchez qui défonçait tout à ce moment-là. Le 0-0 contre Marseille, c'est un peu particulier parce que c'est vrai qu'il nous sauve quelques fois, mais on aurait peut-être mérité la victoire, honnêtement. Pourquoi je m'en souviens, c'est parce que en fait, il y a 2 face-à-face. Il a que 2 face-à-face à sortir. Et on a tellement l'habitude de voir Alfred Gomis sur un match où il y a un shoot-out et il essaye de rattraper à peu près toutes les balles. Là, c'était vraiment les face-à-face où il sort à chaque fois très bien le pied. Il y a un face-à-face avec Benedetto et je crois Radonjic qui sort. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il est aussi capable d'être dans une équipe qui domine. Même dans les matchs dominants, c'est que le fameux dicton qui dit pour une grande saison il faut faire des mauvais matchs et gagner à la fin. Marseille il l'a pas gagné parce qu'il y avait Gomis qui était en face et qui a réussi à se mettre au niveau de ses coéquipiers, à aller rester dans le match jusqu'à presque l'emporter face à l'OM malgré mais ça finit en 0-0. Un match un peu moins glamour dans cet esprit-là, mais justement qu'on a largement dominé
et dans lequel il a quand même été décisif alors qu'on gagne 3-0 contre Brest. Je ne sais pas si vous avez vu des highlights de ce match-là, Si, mais j'ai vu un peu. c'est incroyable. On subit que les seuls tirs, les seules occasions que Brest a, c'est des occasions franches où l'attaquant est quasiment seul face à lui, il n'y a personne pour couvrir. Et il sort toujours l'arrêt, il y a toujours la main qu'il faut, le réflexe. C'est ça aussi qui est impressionnant un peu avec Gomis, c'est qu'on se dit, voilà, il est grand, alors il est autoritaire dans sa surface, voilà, il va choper des centres, des corners, tout ça. Mais il a des réflexes incroyables, je pense. Et sur sa ligne, c'est sûrement un des meilleurs des gardiens de Ligue 1. En effet, donc très bien pour le coup d'œil au poteau sur la saison d'Alfred Gomis et de Runarsson. Évidemment, on va en reparler dans les débats qui arrivent. Et donc, on va le faire en se plongeant dans la saison 2020-2021. Oh oui, Greg, il la sort! Oh oui, m'a opposé Richard. Et quand on se plonge dans la saison 2020-2021 du DFCO, on se rend compte que l'effectif gardien n'a pas bougé avec Alfred Gomis numéro 1, 26 ans, 1m96, le plus grand gardien numéro 1 de Ligue 1, sénégalais en contrat jusqu'en 2023. Runarsson, 25 ans, 1m86, islandais, en contrat jusqu'en 2022. Et en numéro 3, mais on va reparler, sur le papier, Lévi Ntumba, 19 ans, 1m94, français en contrat jusqu'en 2021. Mais il y a plutôt d'autres gardiens qui émergent. C'est encore le flou au DFCO sur cette place. Là où il y a eu un changement assez médiatisé, parce qu'il vient d'un gros club de Ligue 1, Grégory Coupé en tant qu'entraîneur des gardiens, et le coach Stéphane Jobard qui reste à la manœuvre. Et justement, on va évoquer ce premier changement dans l'effectif gardien avec l'arrivée de Grégory Coupé. Et la première question, c'est pourquoi, Novak, pourquoi l'arrivée de Grégory Coupé au DFCO? Alors, l'arrivée de Coupé, c'est un sacré coup de projecteur en fait sur le club. Faut savoir qu'on a eu un petit changement dans l'organisation, dans l'organigramme du DFCO, c'est-à-dire que notre responsable du recrutement historique, donc Sébastien Larcier, nous a quittés pour aller à Angers après le départ d'Olivier Piqueux. Pour un projet. Il faisait quoi, Olivier Piqueux, dans le staff? Angers, Angers, il n'était pas seulement responsable du recrutement, il était directeur sportif en fait. Et nous, on n'avait pas de directeur sportif, on n'avait qu'un responsable du recrutement et puis une petite équipe en plus pour un club de Ligue 1 qui faisait assez amateur, mais assez matrice, pardon, mais voilà, qui avait quand même bien fait le taf pendant des années. Parce qu'en fait, il nous a sorti de la Ligue 2 avec des mercatos à 0 € tous les ans, et on a toujours fait au-delà de la 7e place avec une descente qui était pourtant très compliquée. Et donc, c'est Peggy Luyindula, du coup, qui est venu l'an dernier en tant que conseiller stratégique, conseiller du président, donc un peu peut-être, on pourrait croire un emploi fictif, mais il a quand même pas mal travaillé au mercato apparemment, et donc il a eu la promotion au poste de directeur sportif. Et Luyindula, il a envie on sent qu'il y a une volonté pour lui de faire des gros coups, en fait, de faire parler du club. Et c'est pas un mal, parce que du coup, on va peut-être faire venir des meilleurs joueurs, ou en tout cas des joueurs plus habitués à notre championnat, à la Ligue 1 ou au grand championnat européen. Donc ça peut être un bien pour le club. Et Grégory Coupé, en fait, ça s'inscrit parfaitement là-dedans, dans cette optique-là, puisque notre entraîneur des gardiens, Laurent Weber, arrivait en fin de contrat, il me semble. Et il a fait venir un ami, en fait. Coupé, c'est son ami. On les a vus pas plus tard qu'au match amical contre le Paris FC. Voilà, ça s'est changé des grands sourires. Et voilà, c'est sûr que ça fait une grosse pub pour le club. C'est un gardien qui est respecté, Alfred Gomis, quand il a appris que Coupé serait son coach pour l'an prochain, il a dit j'en reviens pas, c'est incroyable que je puisse être coaché par quelqu'un avec une telle réputation. Voilà. Après, est-ce que ce sera un gros coup? On le verra bien. Est-ce qu'il va progresser? Parce qu'au final, Grégory Coupé, il y a pas mal de monde à Lyon qui ont dit que depuis son arrivée justement en tant qu'entraîneur des gardiens à l'OL, ils n'ont pas vu Lopez progresser particulièrement, ou en tout cas, voilà, ils n'ont pas vu une nette progression.
C'était pas un atout très clair dans leur effectif. C'est plus un ancien du club. Et donc en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut. Après, c'est quelqu'un qui a l'air très accessible, très ouvert. Donc c'est une bonne chose pour nous en tant que média autour du club. Mais on verra bien ce que ça donne. Parce que c'est vrai que Laurent Weber avait fait un très très bon travail avant lui. Il a permis l'éclosion notamment de Baptiste René. Pendant des années, il a été à Dijon. Il a testé en Ligue 1 à Lorient. Il s'est complètement ramassé. Il est revenu à Dijon avec beaucoup d'humilité et puis il est devenu meilleur gardien de Ligue 2, puis un des meilleurs de Ligue 1 pendant 2 saisons au moins. Et Benjamin Lecomte, évidemment, aussi, qui a eu sous ses ordres. Et il a fait quand même des choses. Il a fait quand même du très bon travail. Et donc, on verra. Seul le temps nous dira si l'arrivée de Coupet sera bénéfique à ce poste-là. Maintenant, c'est vrai que ça fait parler de nous et c'était un des objectifs principaux de ce recrutement. Tu fais bien d'en parler. Alors déjà, l'hommage que tu rends au prédécesseur de Grégory Coupet, c'est très important. Et oui, en tout cas, moi, à titre perso, par rapport au travail qu'il a effectué à Lyon, on a vu Lopez progresser au niveau mental. Voilà, on a vu Lopez, le fameux... Maturité, il a pris. Voilà, la fameuse maturité, il rentre moins dans les bagarres, il est moins impulsif. Et ça, c'était hyper important, l'expérience de Grégory Coupet. Mais c'est vrai qu'on on attendait plus, notamment au pied, notamment sur certains aspects du jeu de Lopez, le placement qui pouvait être amélioré. Après, évidemment, une relation, c'est à deux. C'est aussi peut-être est-ce que Lopez pouvait encore progresser? Ça, c'est l'avenir qui va nous le dire avec l'arrivée de Revel à Lyon. En tout cas, on sait que grâce à Grégory Coupet, on aura toujours des gardiens qui auront envie de s'entraîner, qui vont travailler. Parce que on l'a vu dans les séances, c'est beaucoup de sueur, c'est beaucoup de répétitions, et donc ça sera ça pour les gardiens de Dijon et voilà, et en tout cas le pourquoi tu y as répondu, en effet ça fait une belle lumière pour le club. Et pourquoi Grégory Coupet avance à Dijon? Parce que il y a a priori un potentiel pour Alfred Gomis. Mais lequel? Thomas, on a détaillé un petit peu ses qualités sur la ligne. Comment tu pourrais compléter son profil d'Alfred Gomis et quel potentiel tu vois en lui? Comme on l'a dit, donc sa principale force, c'est ses qualités d'explosivité, donc c'est les appuis. Mais un gardien de sa taille, qui fait un 96, comme tu disais, normalement les appuis sont assez lents, moins dynamiques, donc il met beaucoup de temps à se déplacer. C'est pas du tout le cas chez Gomis. Et bon, ce qui est assez rare, et ça s'inscrit un peu dans, on va dire, la modernité chez les gardiens de but. Maintenant, on cherche des gardiens assez grands, mais qui possèdent des appuis assez vifs pour intervenir. Après, c'est vrai que techniquement, c'est très propre, généralement. Après, ses relances, des fois, c'est assez régulier, je trouve, par moment. Et un aspect qui doit améliorer, parce que tout à l'heure, on parlait des 1 contre 1, de la gestion des 1 contre 1, il était efficace parfois. Et par contre, ses prises de décision. Il est trop irrégulier, des fois. Il sort pas forcément le bon timing. D'ailleurs, lorsqu'il se blesse face à Simon, donc à Nantes, contre Nantes, il est en retard, en fait. Donc, ce qui fait qu'il est un temps de retard, il se jette et il met un peu trop son genou en opposition, il est moins protégé. Parce que quand on sort moins bien, qu'on n'a pas un bon timing, on est moins bien placé, on a une moins bonne protection, donc on fait tous un peu à l'arrache. C'est pas réfléchi de A à Z. Donc là, c'est prise de décision en général à cadrer. Mais potentiellement, avec un gars Coupé en plus qui connaît le haut niveau, et puis Gomis, pour un gamin à 26 ans, c'est assez jeune quand même. Donc il y a moyen de le faire progresser, d'autant plus qu'il joue avec le Sénégal. Donc le haut niveau, il côtoie avec son pays, parce que le Sénégal est un grand pays quand même de football. Donc à voir pour la suite. Et aussi la question à se poser pour Gomis, c'est comment il va revenir de sa blessure au genou, au croisé. Et ça, c'est gênant quand tu es gardien, parce qu'au niveau des appuis, etc., des changements de direction, si t'es pas très bien remis ou t'es pas des bonnes sensations, ça va être compliqué. D'autant plus que chez Gomis, c'est très important pour ses appuis, ses qualités. Donc voir s'il revient bien, il peut être intéressant. Mais il faut bien qu'il revienne d'abord. Je n'ai pas vu les premiers matchs amicaux, etc. Mais toi, Julien, tu as peut-être un peu plus vu.
Donc tu l'as vu comment sur ces matchs-là? Bah, pour l'instant, donc Dijon a disputé qu'un seul match amical, donc contre le Paris FC à Migène la semaine dernière. Et donc ça suffit. Il a joué 90 minutes déjà, et ça a suffi pour nous convaincre totalement que il avait rien perdu de sa superbe. On a beaucoup subi, et toujours présent. Alors aller chercher un coup franc dans la lucarne, aller chercher. Enfin franchement, il nous a beaucoup impressionné. Les 1 contre 1, il les a tous remportés. Un petit peu de chance à un moment, je crois qu'il frappe 1 ou 2 fois le poteau, mais globalement, on a été largement rassurés sur son niveau. On ne savait pas s'il allait justement revenir aussi bien que ça. Et en fait, c'est encourageant pour la suite. Voilà. Seul l'avenir nous dira si effectivement il arrive à tenir la route. Le problème l'an dernier, c'est que effectivement, il a joué que 19 matchs. Alors, il est arrivé au milieu du mercato, donc il aurait pu jouer à partir de la 3e journée, je crois. Mais Jobard a décidé de continuer à faire confiance à Runarsson. Quand il a vu que les résultats ne suivaient pas, il lui a fait confiance en fait dès le mois de septembre, après la première trêve internationale. Et il a tout de suite pris la place. Il nous a tout de suite tous impressionnés. 2 clean sheets d'affilée, je crois, contre Nîmes et contre Marseille. Et à part les deux blessures qu'il s'est faites, donc il a été. En fait, je crois que d'ailleurs on a joué 2 matchs contre Nantes, il a joué que 45 minutes au total. Oui. Voilà. Et en fait, ça a fait la différence sur notre saison. Je pense qu'on aurait pu finir un petit peu plus haut s'il avait pu jouer tous ces matchs-là. Mais voilà, ce qu'il va falloir acquérir, c'est la régularité. Il l'a déjà en fait, mais est-ce qu'il peut tenir tous les matchs? Est-ce qu'il peut jouer une saison à 38 matchs, quoi? C'est ça la vraie question. Et avec cette grave blessure, on en doutait. Voilà, maintenant on va croiser les doigts très fort parce que il a pris la décision de ne pas se faire opérer. Ouais. Donc ce qui est de plus en plus, ce qui est généralement le cas alors déjà pour une blessure qui est pas trop grave au croisé, ça veut dire qu'il y avait pas, peut-être qu'il y avait rien autour. Je suis pas médecin, mais on l'a vu par exemple à Réveillère. Réveillère avait choisi de pas se faire opérer, mais c'était plutôt en fin de carrière. Donc c'est vrai que avoir par la suite, le potentiel pour Alfred Gomis, c'est de se dire donc le nombre de saisons qui restera à Dijon. Ça, on verra. Mais est-ce qu'il a le potentiel par la suite pour intégrer un top club d'un grand championnat ou à minima de la Ligue 1 par la suite? Moi, j'ai une proposition à te faire. Imagine t'es Saint-Etienne pour l'année prochaine. Gomis, 26 ans. Il y aura donc 27 l'année prochaine. Donc tu laisses Moulin faire cette saison et après, ça peut être intéressant. C'est vrai. Moi, je pense que oui, effectivement, peut-être pas un très grand club. Il va pas aller signer à l'OL, en tout cas pas la saison prochaine, c'est très peu probable. Même s'il y a des départs, même s'il signera pas à l'OL ou à Marseille, peu probable. Mais je suis persuadé qu'il pourrait jouer dans un club européen à partir du moment où il continue à afficher toutes ces qualités-là, en fait. Mentalement, il a les ressources, il a la détermination. C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément avec les précédents. Runarsson, quand il concédait un but l'an dernier, même cette saison, on le voit souvent, souvent la tête baissée, toujours comme ça. Gomis, déjà il en prend beaucoup moins, mais il est toujours là pour replacer sa défense, toujours très autoritaire. En fait, il est rassurant aussi pour tout le monde. Et même si le système de Jobard était bien plus défensif que ce que Dalloglio faisait, ça se voit dans les stats, en fait, tout simplement que on fait plus de clean sheet, on enchaîne les bonnes performances défensives, on se prend 0 but, 1 but, 0 but. Voilà, c'est quelque chose qui met en confiance toute l'équipe. Et je pense que il le doit largement à ses qualités mentales. Il y avait quelques interviews qui traînaient, qu'on avait lues à son arrivée, qui laissaient présager tout ça. Et je pense qu'il a exactement la bonne mentalité pour finir haut. Voilà, maintenant, il faut qu'il soit épargné par les blessures. Et tu as raison, c'est un point important que tu évoques, parce que des bons gardiens, il y en a un peu partout. Avec des bonnes techniques, une bonne prise de balle, etc. Mais c'est vrai que le point qui est toujours très difficile à savoir, c'est l'impact mental que tu as sur ta défense et même sur ta capacité à te relever, la résilience que tu as. Et en effet, si Gomis il a ça, typiquement il va réussir.
On évoquait par exemple Areola, qui est un très bon gardien en soi intrinsèquement, mais qui manque peut-être mentalement, et on ne sait pas s'il l'aura La un jour, pour aller encore plus haut et dépasser ce statut d'éternel espoir. Bon, quand même champion du monde, hein, mais pas numéro 1 dans un top club. Et c'est vrai qu'Alfred Gomis pourrait devenir ce joueur à terme. Donc bon, dans les étapes, il y a déjà d'abord une belle saison à faire avec le DFCO, notamment revenir de sa blessure, mais pourquoi pas aller vers ce chemin par la suite. Je voulais juste avoir un dernier point, c'est son jeu au pied et son jeu de relance. Thomas, tu notamment t'évoquais que c'était un point d'amélioration ou Oui, parce que moi je trouve quand il a été formé en Italie, hein. C'est un point important aussi. Oui, mais après en Italie, il y a des post-formé qui jouent bien au pied aussi. Mais non, mais là, en fait, il n'est pas régulier. En fait, des fois, tu as des rencontres où il peut être propre, ou des fois passer complètement à côté. Après, je pense qu'il est un peu plus à l'aise de jeu court quand il n'y a pas trop de pression. Quand il y a un peu plus de pression, de pressing, peut-être qu'il on va dire, est un peu moins confiant et du coup, il est plus dans l'optique de dégager que vraiment chercher une bonne zone. Mais après, je sais pas, couper comment il a progressé, parce que ça a travaillé foncièrement pour jouer au pied, parce que même si lui, Gomis, par exemple, il veut prétendre à autre chose, à quelque chose de, on est en plus intéressant sur le plan sportif, s'il ambitionne la Coupe d'Europe, par exemple, et tout, le jeu au pied, ça travaille foncièrement. Donc après, c'est pas le plus mauvais gardien de Ligue 1 à avoir un jeu au pied, hein. Il est correct, hein. Je dis pas qu'il est mauvais, hein. Je trouve qu'il est très correct. Il faut gagner en régularité. Correct. Oui, il n'est pas... C'est pas le compte. Faut aussi prendre en compte que techniquement, voilà, nos défenseurs et même toute l'équipe globalement sont pas forcément capables de faire des contrôles à l'autre bout du terrain sur les relances. Donc peut-être faut être plus prudent, ou alors justement ce qu'on fait souvent, c'est et depuis quelques saisons, c'est on balance une chiche sur Tavares en contre-attaque et il fait une déviation et ça se passe super bien pour nous. On arrive à se maintenir avec un des plus petits budgets de Ligue 1 tous les ans avec ça, voilà, et ça marche. Maintenant, voilà, quand il n'y a pas de pression, il fait la relance sans problème sur les centraux. Maintenant, voilà, quand il y en a un peu plus, il y a peut-être moins confiance en eux aussi. Ça peut se jouer, voilà. Mais on n'a pas été inquiété quand même. On a vu peu de dégagement en touche, peu d'alerte quand même sur ce point de vue-là. Maintenant, Dijon, c'était pas non plus contrôle de la possession tiki-taka toute l'année, quoi. Eh ben, pourquoi pas la saison prochaine, en tout cas, on verra pour Alfred Gomis et sa saison au DFCO. Mais ensuite, après Gomis, l'inconnu chez les gardiens. Pourquoi on évoque ça? Parce qu'en préparant l'émission avec toi, on t'a demandé qui sera numéro 3 et t'as pas été capable de nous le dire, Julien. Pourquoi c'est l'inconnu chez les gardiens après Gomis? Parce que d'abord, il y a Runarsson. D'abord, il y a Runarsson. Il y a Runarsson où il y avait des articles en janvier, en février qui nous expliquaient qu'il voulait partir, puis qu'il voulait rester, puis en avril qu'il voulait partir, puis que maintenant, en fait, finalement, le club l'adore et que s'il veut rester, il peut rester. C'est ce que j'ai lu. Hein. C'est plus ou moins ça. En fait, il a pris pas mal dans la gueule par les supporters en fait cette saison, même la saison précédente. On a beaucoup qui le pointaient du doigt comme un des seuls fautifs de notre saison pourrave, alors que c'est pas le cas, c'est pas vraiment le cas. Même si il est arrivé dans un environnement où il connaissait pas du tout le français, il y avait un chamboulement de l'effectif avec des cadres qui étaient partis. Puis passer après Rennes quand même, à Dijon, Rennes c'est un monument, quoi. Bon, c'est pas pareil. À Toulouse ils vous diront autre chose, à Lorient ils vous diront autre chose, mais à Dijon c'est un monument. C'était le chouchou, c'était et on avait beaucoup confiance en lui. Et dès qu'il a fait une ou deux boulettes, tout de suite il s'est pris beaucoup de critiques de la part des supporters. Pourtant il aime la ville, il aime le club, et ça c'est une certitude. Et c'est quand même des qualités qui sont assez rares dans le football moderne. Et en fait, il aura besoin de temps de jeu parce qu'il veut jouer l'Euro, forcément. Il veut jouer l'Euro qui a été décalé en 2021. Il est international islandais, ouais, deuxième gardien.
C'est ça. Il a joué assez peu de matchs avec l'équipe A, mais il a quand même une carte à jouer. Maintenant, il faut qu'il se relance. Et je pense qu'effectivement, s'il reste numéro 2 ici, il y a peu de chances qu'il joue l'Euro, effectivement, sauf si Gomis rechute et qu'il sort la saison de sa vie. Mais ça me paraît assez peu probable quand même. Donc, personnellement, je l'aime bien et j'ai rien contre lui. Mais s'il cherche un autre club, ça peut être une bonne chose pour tout le monde en fait. Et donc déjà ça c'est une inconnue au poste de numéro 2, mais alors en numéro 3 c'est encore plus le flou. C'est-à-dire qu'on a un troisième gardien qui est professionnel, à savoir Lévi Ntumba, qui a signé il y a 2 ans je crois, son premier contrat pro. En fait il avait beaucoup de qualités. Disons qu'il était précoce, il était mature physiquement, et donc on avait peut-être l'impression qu'il était un peu plus près, un bon potentiel en fait, qu'il avait un bon potentiel. Et puis il a peut-être un peu stagné ces dernières années. Donc le staff voit pas trop d'avenir en lui, et ça a été confirmé en fait pendant le premier match amical, il était même pas sur la feuille de match, alors que Runarsson était malade. Il était même pas sur la feuille de match. C'était l'autre gardien de la réserve, donc Thomas Roche, qui avait pris les gants. Bon, il a pas joué non plus, mais ça envoie quand même un signal fort quand t'es gardien pro, qui te reste 1 an sur ton contrat. Ça veut dire voilà, on t'attend pas trop pour cette saison, voilà. Ok. Donc c'est très probable, pardon, qu'il y ait une arrivée, mais donc voilà, sûrement d'un jeune gardien pour au moins peut-être faire le nombre. Ouais. Et remplacer ça peut être un gardien national ou un gardien de deuxième gardien national qui peut se dire troisième gardien à Dijon, parce que la B elle joue en National 2. N3. N3. Ouais, joue à N3 avec pour la première fois la possibilité d'accéder à la N2 cette année, maintenant qu'on va avoir un centre de formation qui va être reclassé en catégorie 1, ce qui n'était pas le cas avant. D'accord. Voilà. Ok, donc en effet, c'est comme tu le dis, le recrutement de ce troisième gardien pourrait être stratégique dans cette optique d'une accession à la N2. Voilà. On avait une valeur sûre. Je me permets de t'interrompre. On avait une valeur sûre en Evan Atfou, qui était donc pas professionnel non plus, mais qui avait fait beaucoup de bancs en Ligue 1, justement dû aux blessures de Gomis, qui a fait quelques bancs en Ligue 1 et en Coupe de France, qui est un gardien qui est assez petit, mais qui est très doué sur sa ligne, qui a des bonnes relances aussi. Et avec le départ de Laurent Weber, il avait la promesse d'un contrat pro, mais avec le départ de l'entraîneur des gardiens, ça a rebattu toutes les cartes. Et au final, il est parti, il a quitté le club, il a été libéré en fait. Donc voilà, c'est clairement, il y a des places à prendre. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. On n'a pas eu trop de rumeurs sur le sujet. On espère voir quelqu'un en fait arriver pour l'avenir, parce qu'on n'a pas trop de perspectives à ce poste-là. Hormis le fait que Gomis pourrait continuer à rester longtemps ici, aussi longtemps qu'il le veut, je pense. Et voilà. Très bien, très bien. Donc François Rebsamen lui trouvera la plus belle maison de Dijon et une statue à l'entrée du stade. Très bien. Donc et juste avant de passer à la main ferme, la traditionnelle question, qui tu vois comme défense titulaire au DFCO cette saison? Alors, défense titulaire, pour moi, on va repartir sur la même équipe que l'an dernier. C'est-à-dire que si je dis pas de bêtises, on n'a eu qu'un seul départ en défense. C'est Hamza Mendil, qui a quitté le club de son prêt, qui est retourné, qui est censé être retourné à Schalke. Sauf que en fait, il est resté sur Dijon pendant tout le confinement, et d'après les rumeurs, il a envie de revenir, il a envie de rester, alors qu'il a un peu courtisé. Alors il y avait des rumeurs sur Bordeaux, sur l'OM, je crois, mais c'était pas très sérieux. Mais qui a fait quand même une très bonne saison. Donc ça, c'est pour l'arrière gauche. Je pense qu'il va revenir. On va réussir à le faire revenir. À droite, Fouad Chafik, donc très très bon latéral droit, très expérimenté, et qui est très adroit avec ses pieds. Même s'il va sur ses 34 ans, il va encore garder la place de titulaire cette saison. Il a prolongé d'1 an. Et en charnière, on a pas mal de choix. Disons que il y a plus de chances que ce soit Ekuele-Manga et Lotoa. Donc Ekuele-Manga qui est droitier, et Wesley Lotoa gaucher.
De mon point de vue, ça devrait être Naïef Aguerd à gauche, parce que c'est sûrement notre plus grand espoir en défense. Mais il a tendance à se péter un peu facilement aussi, à se blesser assez régulièrement. Donc dans l'idéal, ce serait Ekulemanga Aguerd, mais en pratique, il y aura plus souvent Lotoa dans la défense. C'est un joueur qui avait l'habitude de jouer au milieu de terrain aussi à Lorient en sentinelle, et donc qui a plutôt une relance de balle qui est assez assez propre, qui aime bien construire de l'arrière aussi. Donc voilà, est-ce que ça peut influer s'il joue plus cette saison, est-ce que ça peut influer aussi sur le jeu de Gomis? On verra bien ça. Très bien. Maintenant, voilà, on a quand même une défense qui est plus solide que les années précédentes, et qui nous permet de voir un peu l'avenir avec un peu plus optimiste. Qui est plutôt déjà bien construite. Et maintenant, pour conclure l'émission, on va passer à la main ferme. Le concept, c'est après ces différents débats, c'est de nous dire en 30 secondes comment vous voyez la saison du DFCO et surtout celle de ses gardiens. On va commencer par toi, Julien. Très sincèrement, je pense que la saison de Dijon va encore beaucoup dépendre effectivement de la performance de nos gardiens. Ça va beaucoup dépendre de l'état de forme de Gomis, de comment il se remet. Ça va dépendre de l'état de notre défense. On a eu beaucoup de mal à marquer l'an dernier. C'est pour ça que c'est d'autant plus important d'avoir une base solide sur laquelle on peut s'appuyer, et pas avoir à marquer 3 ou 4 buts par match pour s'imposer. C'était un peu la philosophie d'Aloglio à l'époque. Maintenant, voilà, ça a changé, et je pense très sincèrement que Gomis peut nous faire avoir... si on l'a toute la saison, s'il est disponible toute la saison, il peut nous faire accéder à un ventre mou ou un milieu de tableau confortable. Très sincèrement, s'il n'y a pas de pépin. Maintenant, si jamais on est obligé de faire jouer Runarsson toute la saison, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Les défenseurs ont peut-être aussi moins confiance. Ça joue. Hein. Ok. Voilà. Très bien. En tout cas, merci sur cette main ferme avec un petit peu de temps additionnel. Et ensuite, on passe à Thomas. Qu'est-ce que tu en penses pour le DFCO? Donc je vois, comme il disait Julien, Dijon va plutôt se maintenir assez aisément par rapport aux deux dernières. Donc je les vois finir en soit 13e ou 14e. Gomis, il va bien revenir et il va faire une bonne saison. Et sauf que malheureusement pour les supporters dijonnais, il va commencer à attirer la curiosité de plusieurs clubs. Donc attention aux supporters dijonnais, peut-être la dernière saison de Gomis. Très bien. Bon, en tout cas, très bien. Peut-être pas pour le DFCO, mais en espérant que Gomis fasse une belle saison. Merci Julien et Thomas pour cette émission. C'était le club par club du DFCO. Donc c'est sur les gardiens de Ligue 1 de Radio Mans Opposé. N'hésitez pas à réagir si vous avez un autre point de vue que nous sur la saison à venir, et à aimer l'épisode s'il vous a plu. Pensez également à écouter les podcasts précédents et à suivre la sortie des suivants dans les prochains jours en vous abonnant à la chaîne. Merci de nous avoir suivis, et en attendant, nous vous souhaitons d'aller la chercher Mans Opposé. Salut!